on est parti en tout cas pour cette deuxième table ronde sur le thème des stars en variété. Et on commence tout de suite avec Dimitri Véziroglou, qui est historien, professeur d'histoire du cinéma à l'Université de Lorraine, membre du laboratoire CREAT, centre de recherche sur les expertises, les arts et les transitions. Et Dimitri, tu vas nous parler des frères Jacques. Est-ce que ça va? Il y a un... oui, c'est là. Merci beaucoup, Marine. Merci aux organisatrices. Cette heure de ce colloque. J'ai grand plaisir à être ici parmi vous. Ça fait suite aussi à une intervention que j'avais faite dans le séminaire et à l'issue de laquelle il était paru assez évident, où j'avais parlé des cabarets rive gauche, de la culture des cabarets rive gauche et de leur transfert vers la télévision. Et comme la majorité de mes exemples en fait étaient issus touchait aux frères Jacques, et il m'avait sauté dessus en me disant mais il faut que tu proposes quelque chose sur les frères Jacques. Et donc voilà, pour vous donner la cuisine un petit peu de cette intervention. Et effectivement, les frères Jacques, c'est un objet assez intéressant, fascinant même, parce que, et je commencerai par là, parmi les produits de ce qu'on pourrait appeler le bouillon de culture des cabarets rive gauche de l'après-guerre, qui est parmi ces bouillons de culture, ces produits de ce bouillon de culture qui ont atteint à une gloire nationale et multimédiale durable, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc aux côtés, pour ne nommer que les plus connus de toutes et tous, de Juliette Gréco et de Yves Robert, notamment dans des domaines assez différents, les frères Jacques sont ceux, incontestablement, qui ont trouvé la forme télévisuelle spécifique la plus élaborée. Alors, juste pour vous les situer, j'ose imaginer que la plupart d'entre vous savent qui ils sont. C'est un quatuor vocal qui a été formé en 1944 au tout début de l'association Travail et Culture, sur lequel je ne reviendrai pas parce que c'est pas le sujet, mais évidemment contexte important, et qui est formé donc de ces quatre hommes: François Soubeyran, l'homme au maillot rouge, André Bellec, l'homme au maillot gris, Georges Bellec, son frère, c'est les deux seuls frères du quatuor en réalité, au maillot jaune, ou chartreuse comme il préfère dire, et Paul Touraine au maillot bleu, maillot qui ne changeront jamais de couleur tout au long de leur carrière jusqu'à la cessation de leur activité en 1982, pour vous dire leur longévité, et qui s'est d'emblée donc lancé dans la chanson satirique, irrévérencieuse, voire grivoise d'ailleurs, et j'en touche un mot tout de suite parce que je ne vais pas en parler alors que ça mériterait en réalité sur la télévision quelque chose un petit développement, parce qu'il y a un petit paradoxe quand même de cette intégration télévisuelle d'un groupe qui parfois interprète des chansons aux paroles grivoises, voire à la limite de l'obscène. Je pense notamment à la violoncelliste, au rugby, le complexe de la truite, l'entrecôte, on l'entendra un petit peu. Et donc, dans un médium à aussi grande audience, en réalité, que la télévision, et dans des émissions de variété destinées à un public souvent familial, ça interroge, en réalité. Mais j'ai pas le temps, je pourrais pas traiter de cet aspect. Donc, chanson satirique, irrévérencieuse, voire grivoise, mais aussi bien sûr poétique, et on sait que voilà, ils ont aussi chanté des chansons, des poèmes de Prévert mis en musique par Joseph Gosselin. Alors, donc voilà, ces frères Jacques que vous voyez ici à l'écran dans leurs deux versions, donc à gauche la version cabaret, à droite la version télévisuelle, et vous voyez que il y a évidemment une correspondance. Et d'emblée, ce que je voudrais souligner, parce que ça va être un petit peu la structure, le cœur de la structure de mon intervention, une forme qui va se répéter, et qui va se répéter quasiment 4 décennies durant, et en grande partie par le médium télévisuel. Alors pour vous les resituer et pour partir de cette matrice tout de même, les frères Jacques sont véritablement des enfants de ce que j'ai appelé le bouillon de culture, en tout cas de l'univers culturel du Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre.
Donc ce quartier, et c'est ce quartier que je vous figure ici, donc voilà, je ne vais pas vous détailler ses contours et sa constitution, mais simplement pour vous dire que il se trouve qu'il y a une sorte de coïncidence. Donc le groupe s'est formé en 1944, il a commencé à se produire dans divers espaces, dans divers cabarets dans les années qui suivent, et il se trouve qu'en 1947 a été fondé un cabaret rue de la Harpe à Paris, mais alors plutôt côté quartier latin, hein, dans le 5e arrondissement, un cabaret qui s'appelle La Rose Rouge, et qui a été fondé par un certain Nico, comme on disait, Papatakis, et qui en 1948 se transfère donc à proximité du quartier de Saint-Germain-des-Prés, rue de Rennes, au 76 rue de Rennes. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le quartier, la porte existe toujours, c'est la toute petite porte qui se trouve à droite de l'entrée du cinéma L'Arlequin, hein, voilà, la porte existe toujours, et la voici, hein, cette porte. Dans une photo d'ailleurs dont je vous signale, je l'ai tirée d'un livre sur les cabarets théâtres rive gauche de Geneviève Latour, que vous pouvez remarquer, hein, que cette photo est une photo de la collection de Paul Touraine, c'est-à-dire de l'un des 4 frères Jacques, hein, où vous voyez, hein, d'emblée à l'affiche, donc c'est frère Jacques, et je vous ai mis donc l'affiche de Jean-Denis Malclès. Retenez ce nom parce qu'on va y revenir, c'est évidemment un élément fondamental dans la création de cette forme. Alors, c'est frère Jacques, donc vous voyez ici, hein, André Bellac, François. Alors, il y a une faute d'orthographe en fait. Hein, François, il s'appelle Soubeyran, c'est B-E-Y-R-A-N, et non pas Soubiran. Paul Touraine, Georges Bellec, donc ici interprétant Barbara, toujours une collection, une photo de la collection Paul Touraine, qui sont donc d'emblée intégrés dès 1948, hein, dans la troupe, appelons ça comme ça. L'équipe, j'ai dit, parce que en réalité, il y a l'équipe de la Rose Rouge qui est constituée de tout le personnel, y compris les serveurs, le secrétaire, etc. Et la troupe théâtrale à l'intérieur de l'équipe, la troupe théâtrale qui, elle, est sous la direction de Yves Robert, que vous voyez. Est-ce qu'on voit mon pointeur? On ne le voit pas. Si, on le voit. Tout en haut, en fait, hein, celui qui tient le couteau. Et la troupe, bah, c'est ça, hein, la troupe théâtrale, avec donc Yves Robert, juste en dessous de lui, Rosie Vart, et puis les autres acteurs et actrices qui constituent la troupe des spectacles théâtraux de la Rose Rouge. La vedette de la chanson de la Rose Rouge, qui est Juliette Gréco, qui a vraiment lancé sa carrière, hein, à la Rose Rouge, même si elle n'a pas commencé là. Et vous le voyez, hein, tout de suite, bien sûr, les frères Jacques en haut à gauche. Et ainsi que toute l'équipe, et en avant-plan donc Nico Papatakis, le directeur du club, et sa toute jeune épouse de l'époque, Anouk Aimé. Et je vous note quand même aussi, alors ce que vous voyez avec les mains gantées en l'air, hein, c'est la troupe d'Yves Joly, J-O-L-Y, qui était un marionnettiste. Je le signale d'emblée parce qu'on va y revenir à la toute fin de cette intervention, qui joue un rôle important, qui jouait un numéro de marionnettiste, hein, dans ce spectacle composite, hein, donc, qui était celui du cabaret de la Rose Rouge. Et donc, alors, les frères Jacques vont très vite devenir, hein, l'attraction principale de la Rose Rouge. On se bat, hein, pour entrer dans cette salle qui peut contenir à peine plus de 200 personnes, mais vraiment dans 200 personnes serrées comme ça. Il n'y avait plus de... Non, je ne veux pas rejoindre la Wi-Fi, je m'en fous. Annuler, continuer, annuler, j'ai essayé, mais ça m'a... Ah oui, si. Voilà. Donc, vous la voyez ici photographiée en 1952 dans Paris-Match, avec un photomontage assez maladroit d'ailleurs, mais ce qui vous signale, c'est dans Paris-Match que très rapidement, le succès de ce cabaret, et en grande partie grâce au frère Jacques, va attirer l'attention de la presse et des médias en général, la radio aussi très vite s'y met, etc. On en parle un petit peu aussi à la télévision, mais on va voir que c'est avec un petit peu de décalage. Mais en tout cas, très rapidement, la Rose Rouge devient un objet médiatique, hein, devient un objet... qui s'installe dans le paysage culturel parisien et plus généralement français de cette après-guerre. Et
Donc vous les voyez ici, photographiés, toujours collection Paul Touraine, en compagnie de Maurice Herzog, le célèbre alpiniste qui deviendra député UDR par la suite dans les années 60, et de Simone Signoret. Ils font partie des meubles, hein, ils sont vraiment complètement inscrits, hein, dans l'univers de ce cabaret. La personne que vous voyez juste au-dessus de lui, vous l'avez peut-être reconnu, c'est de nouveau Nico Papatakis. Au point même qu'en 1950, lorsqu'un film est réalisé par Marcello Paliero, donc Marcel Paliero, hein, comme on dit, l'Italien de Saint-Germain-des-Prés, un réalisateur italien établi à Paris et particulièrement à Saint-Germain-des-Prés, dont il est une des grandes figures, réalise un film intitulé La Rose Rouge, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais dans lequel il fait jouer la majorité de la troupe, hein, du cabaret. Eh bien, évidemment, non seulement il fait figurer les frères Jacques, mais je dirais même toute l'intrigue est organisée autour des frères Jacques, puisque le point de départ de l'intrigue, c'est que les frères Jacques sont bloqués à la frontière suisse, voilà, hein, il est où Laurent, voilà, à la frontière suisse, et que donc ils peuvent pas arriver à temps, et c'est la catastrophe, il faut les remplacer, etc. Et finalement, ils finissent par arriver et interprètent ici l'un de leurs très grands succès, le général Castagnetas. Chanson antimilitariste, j'ai parlé de chansons grivoises, mais il y a aussi, voilà, dans l'irrévérence, hein, des frères Jacques, il y a aussi l'antimilitarisme. Ils intègrent donc pleinement et totalement la troupe, dont ils constituent presque un centre, à côté de donc la troupe proprement théâtrale d'Yves Robert, et ils interprètent, donc leur numéro est très attendu, hein, quelques chansons au milieu à peu près de la soirée, sachant que la soirée commence vers 22h30, hein, donc ça s'étend assez tard dans la nuit, mais c'est un numéro qui n'est pas tout à fait isolé, puisqu'il participe notamment, entre autres, à la mise en scène par Yves Robert, hein, de certaines pièces théâtrales, et notamment la pièce qu'il a tirée des exercices de style de Queneau, hein, sur lequel les frères Jacques, dans laquelle les frères Jacques interprètent la partie chantée, hein, de la pièce, accompagnée par le 5e frère Jacques, hein, qui est le pianiste Pierre Philippe, en tout cas à cette époque-là et pendant encore très longtemps. Alors, cet univers, alors ce qu'il faut quand même dire une chose sur le dispositif scénique. Le dispositif scénique est très contraint, hein. La Rose Rouge, c'est une cave. Non, c'est une cave, donc il faut descendre un escalier très étroit, d'ailleurs une toute petite entrée derrière la porte, où il se tient la personne avec le guichet en quelque sorte, hein, avec le type qui tamponne les cartes de club, parce que c'est un club. Il faut descendre un petit escalier, et on arrive dans une salle étroite qui est une sorte de couloir au bout de laquelle se trouve une scène qui fait environ, pas tout à fait 4 mètres de large, sur 2,10 mètres de hauteur. Voilà, il faut imaginer ce que ça représente, hein, 2,10 mètres de hauteur. Donc, c'est un dispositif extrêmement contraint, une scène minuscule qui implique une promiscuité avec le public, une absence de coulisses. En tout cas, dans un premier temps, après, ils vont réussir à louer la pièce qui est derrière, mais on y accède par un autre. Enfin, c'est vraiment, en fait, un cul-de-sac, hein, en quelque sorte, extrêmement réduit, pour tout dire, une boîte. Et une boîte, je reviendrai, hein, c'est déjà une sorte de projection sur le dispositif télévisuel, sur lequel je reviendrai par ailleurs, une boîte servant d'étroit écrin aux différents numéros, y compris les numéros théâtraux, mais bien sûr celui des frères Jacques. Et c'est bien à la Rose Rouge que se forme la forme frère Jacques, ce que j'appellerais la forme frère Jacques, et en partie, et en grande partie, en particulier, je dirais même, par le costume. Costume créé précisément par celui qui est le décorateur attitré, hein, de la troupe théâtrale et plus généralement du cabaret de la Rose Rouge, qui est ce Jean-Denis Malclès, créateur de l'affiche sur laquelle j'ai attiré votre attention tout à l'heure. Succès immédiat. Immédiat et immense des frères Jacques dès 1948, hein, dès l'intégration, et ça va durer jusqu'à leur départ, hein, de la Rose Rouge en 1953. Succès immédiat qui va entraîner plusieurs tournées, hein, en France
et très rapidement également à l'étranger. Dès 1948, l'enregistrement des premiers disques aussi. Des récitals dans des salles de music-hall, en particulier à la Comédie des Champs-Élysées. Là, ce sera à partir de 1955 qui va devenir leur salle privilégiée. Et c'est là que on se dit que où est la télévision jusqu'à ce moment-là. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Laurent Guido tout à l'heure, la citation notamment d'Yves Bonnat dans Regard en 1949, l'exemple des frères Jacques vient constituer une sorte de contre-exemple par rapport à ce que tu as dit Laurent tout à l'heure, enfin un peu contredire Yves Bonnat, parce que les frères Jacques ont d'abord été lancés par le cabaret, et par un cabaret très particulier dans l'univers très particulier de Saint-Germain-des-Prés, puis par le music-hall, et la télé vient après, en fait. La télévision vient après. Voilà. 10 minutes. Alors, je bombe. La télévision, alors, d'après ce que j'ai pu voir, la première occurrence des frères Jacques à la télévision, c'est 1956. Et en 1956, on voit que ce qui est repris assez nettement. Je vous en passais un juste à la fin qui est un peu plus développé, mais vous comprendrez pourquoi. Et ça, on va le retrouver à intervalles réguliers à la télévision française, justement cette évocation du souvenir de ce moment 48-52, disons, qui a été vraiment le moment d'explosion, d'affleurement du phénomène et de la forme frère Jacques. J'en ai un autre exemple, mais que je vais pas vous montrer parce que tout simplement je n'ai pas demandé l'extrait, j'ai oublié, mais que j'avais montré en séminaire, mais très intéressant, qui est cette émission Ce que Paris chante en 1973, qui a été filmée à la Rose Rouge, c'est-à-dire en fait là où se trouvait la Rose Rouge, c'est plus du tout la Rose Rouge à ce moment-là, en 1973. C'est plus rien du tout, d'ailleurs. C'est juste une cave désaffectée. Et néanmoins, donc toute l'émission est filmée dans cette cave désaffectée où on essaye de refaire surgir l'univers qui était celui de ce cabaret, tout en y injectant aussi des numéros modernes. Je ne sais plus qui avait parlé d'Higelin, mais on retrouve Higelin dans cette... Et on trouve à la fin de l'émission les frères Jacques qui reviennent et interpréter un numéro donc dans cet ancien décor qui avait été celui du début de leur gloire. Donc ce qu'on a par ce premier type de mise en scène, c'est vraiment un effet nostalgie qui vient entretenir le mythe à un moment où déjà les frères Jacques vendent des millions de disques et remplissent les salles notamment de la Comédie des Champs-Élysées, mais un peu partout dans le monde où ils se déplacent. C'est devenu un phénomène véritablement international. Et ça va nous amener donc à quelques autres exemples rapidement donc oui, pardon, ça c'était les exemples que je viens de vous montrer. Quelques autres essais d'une mise en forme véritablement télévisuelle, ce que j'appellerais d'une mise en boîte, ou qui conviendrait d'appeler d'une remise en boîte, puisque cette boîte d'allumettes, alors grosse boîte d'allumettes, le format grosse boîte d'allumettes, enfin boîte d'allumettes quand même, dans laquelle ils ont débuté, et qui va se retrouver en quelque sorte redimensionné à l'échelle du poste de télévision. Le premier extrait, je vais essayer de vous montrer juste des images pour que vous fassiez une idée. C'est donc l'émission Chanson, Frère Jacques. Ah oui, j'aurais dû laisser la slide d'après. Voilà, Chanson Frère Jacques du 31 décembre 1956. Alors 31 décembre, vous verrez, j'aurai 2 autres 1er janvier. Les Frères Jacques sont habituellement, très souvent programmés des soirées de réveillon. Soit 31 décembre juste avant minuit, soit 1er janvier juste après minuit. Mais c'est devenu une sorte de classique de la programmation télévisuelle. Donc les Frères Jacques Châtel, oui c'est bien ça, mise en scène par François Châtel. Ce qu'on peut voir, je vais juste vous montrer le tout début, voilà.
ce que je trouve intéressant, c'est que l'émission est introduite comme ça. On est en 1961, ça y est, c'est déjà enfin la pleine gloire, et il y a besoin que de montrer, voilà, cette corde à linge, ces 4 paires de gants et ces 2 hautes formes pour que tout de suite l'image des frères Jacques apparaisse. C'est-à-dire que la forme est déjà là, elle est même là par métonymie. Il n'y a même pas besoin, en fait, de les montrer, de les incarner. Il n'y a besoin que de la métonymie de quelques-uns de leurs accessoires, qui sont toujours et qui seront toujours jusqu'à la fin, ceux créés, encore une fois, à la Rose Rouge par de Jean-Denis Malclès. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cet extrait-là. J'en reprends un autre exemple un peu plus tardif, et là on est vraiment vers la fin de leur carrière, puisqu'on est en 1980. Ils arrêtent définitivement en 1982 leur tour de chant. Et là, c'est une émission alors réalisée par rien moins que Marcel Bluval, quand même. 1er janvier 81, oui, c'est ça. Alors, voilà, ce qu'on peut tirer d'un trop rapide bilan de l'essentiel de la présence des frères Jacques hors interview, parce qu'il y a toute la partie interview, mais que j'ai pas traitée, c'est que finalement, et peut-être paradoxalement, les frères Jacques sont très rarement intégrés dans les variétés en tant que telles. C'est-à-dire que leurs numéros s'intercaleraient avec d'autres numéros de même type. C'est-à-dire que très rapidement, ils se retrouvent en quelque sorte isolés. C'est une émission à part entière. À l'exception quand même de cette émission, voilà, 0 minutes, il faut que j'arrête, mais je vais vous montrer juste quand même le tout début parce qu'elle est particulièrement intéressante. C'est cette émission, donc 12 France, on est le 4 janvier 1965, et voici de quoi il s'agit. Alors, ce qui est très intéressant dans cet extrait, alors là, qui est au sein d'une émission de variété, juste après il y a Brassens, avant il y a une sorte de chanteur yéyé, assez minable d'ailleurs, c'est qu'on a ici vraiment un contre-exemple très très original. Une osmose entre, alors les marionnettes, et vous avez remarqué, ce sont les marionnettes d'Yves Joly, ces marionnettes, qui sont en fait des mains, mais gantées de blanc comme les frères Jacques, donc les marionnettes d'Yves Joly, issues elles aussi de la Rose Rouge, et le chant des frères Jacques, qui fait surgir donc une forme frères Jacques, alors que c'est pas les frères Jacques chantent, mais c'est pas eux qui est le clou du spectacle, ce sont les marionnettes d'Yves Joly, dans un dispositif qui évoque un condensé très vraiment très très condensé justement de l'univers spectaculaire qui était celui de la Rose Rouge. Et donc il y a une difficulté paradoxale d'intégration des frères Jacques à la variété télévisuelle, et ce sera ma conclusion. Une forme paradoxale, pourquoi ? Parce que c'est une forme qui visiblement est très adaptable au médium télévisuel, mais tellement iconique en réalité, qu'elle peine à cohabiter avec l'ordinaire des numéros de variété. Et voilà, la question c'est de savoir si cette forme était trop autosuffisante d'une certaine manière pour s'intégrer dans un spectacle de variété. Et voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dimitri. Alors, on a 5 petites minutes, on est en retard, mais on peut garder 5 petites minutes pour des questions. J'aimerais vous revenir sur l'humour des voix dans les émissions familiales et la façon dont les variétés télévisées ou les spectacles des frères Jacques peuvent servir d'éducation sexuelle, une éducation à la vulgarité en fait. Oui. Ça m'intéresse. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je l'ai pas creusé parce que je savais, vous avez vu, j'ai déjà dépassé, donc je savais que je n'arriverais pas à... Mais il faudrait absolument approfondir ce point-là, parce que, en particulier, le tout premier extrait que je vous ai montré, donc qui est 36 chansons, donc c'est filmé au Théâtre de l'Empire. Le public est très visiblement un public du dimanche, public familial. Sur la scène, on a mis que des jeunes filles évidemment très sages, etc. Et alors là, je vous ai montré le tout début où ils interprètent le général Castañedas, mais après, ils interprètent la violoncelliste. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la violoncelliste, mais c'est une chanson qui est vraiment à la limite de l'obscénité, en réalité. Et on voit, alors il y a même des plans de coupe qui nous montrent ces jeunes filles qui sont là, qui sourient, etc. Alors que c'est une chanson
qui est véritablement obscène. Et on a des plans de coupe aussi sur le public, qui est donc ce public familial. On voit bien, il y a même des familles avec des enfants pas tout petits, hein, mais enfin bon, voilà. Oui, alors... pour moi, et pour l'instant, il y a encore un peu un mystère. Je n'arrive pas à comprendre finalement comment certaines chansons, et même, alors on en avait un petit peu parlé lorsque j'étais revenu là-dessus au séminaire, même des chansons, alors on sort du chant du Grivois, mais par exemple le général Castagnetas, qui est interprété à la télévision en pleine guerre d'Indochine puis d'Algérie, et qui est une chanson vraiment... très antimilitariste, alors bon, à la mode Frère Jacques, ça reste gentillet, souriant, etc. Mais enfin, quand même, c'est une chanson très antimilitariste. J'arrive toujours pas, en fait, à comprendre exactement comment ça a pu s'intégrer aussi facilement, de façon aussi aisée, aussi fluide, finalement, dans un médium. Alors, pas seulement dans le médium télévisuel, ça, on pourrait l'imaginer, de toute façon, dans certaines cases, dans certains dispositifs un peu spécifiques, etc. Mais dans des émissions de variété, destinées véritablement et très objectivement, enfin très visiblement plutôt, destinées à un public familial. Là, si vous avez des pistes de réflexion là-dessus, oui, François, je vois qui est derrière. Non, je trouve ça très intéressant tout ce que vous avez montré, et je me demandais si finalement c'était pas la première fois qu'on voyait des chanteurs qui font une marque. C'est-à-dire que c'est extraordinaire là-dedans, c'est qu'il suffit de mettre quelques gants pour que... Tout de suite, ça apparaît. Moi, je pense aussi, oui, c'est mon hypothèse. Il y a un autre exemple peut-être qui est beaucoup plus simple, c'est celui du Montand. Alors, qui est toujours, par exemple, habillé exactement pareil. Il y a Montand, mais alors le problème, c'est que Montand, ses habits, ils tiennent sur lui. Alors que, donc c'est une chemise noire et un pantalon noir, mais il faut qu'il soit dedans quand même. Alors que là, il y a besoin que d'accrocher des gants. Non, il y a peut-être un autre, je mettrai à part, c'est le chapeau de paille pour chevalier. Je pense que, voilà, ça fait une habile transition pour c'est le chapeau de paille pour chevalier qui, là, dès les années 30, il y a ce signe, visuel. Mais néanmoins, là, pour les frères Jacques, comme c'est pas un simple chapeau de paille, c'est quand même vous l'avez vu, un Jean-Denis Malclès a composé quelque chose à partir du collant, du juste au corps, etc., des gants, quelque chose d'un univers très particulier. Il y a quelque chose, je pense, vous avez raison, tout à fait, autour de cette marque visuelle qui est très très forte avec les frères Jacques. Ouais. Je crois qu'il y avait une autre question ici. Et on regarde le JT, j'étais un assistant qui a regardé le JT, on a dit ça au JT. Et ça s'arrête là. Et dans leur milieu, on regarde la efficacité d'attention. C'est du public familial. Ça passe sous le radar, on va être relativement... Alors, oui, c'est vrai, sauf que en même temps, c'est un immense succès sur scène. Et en disque, en vente de disques. Donc c'est un phénomène, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté des frères Jacques. C'est pas possible. Donc, quand ils passent à la télé, c'est quand même les frères Jacques qui passent à la télé. C'est pas n'importe quoi. Alors, mais cela dit, je pense que tout passe par aussi leur interprétation, qui tend. Ils sont mis à distance, c'est généreux, oui. Parce qu'ils viennent tout droit du Mexique. Du Mexique. Oui, mais la chanson se termine, je te le rappelle, par nous aussi on en a comme ça, des petits, des gros, des grands, des gras, etc. Des gens qui servent à rien. C'est la dernière phase de la chanson et ils défilent sur scène. Nous aussi on en a des comme ça, des petits, des grands, des gros, des gras qui servent à rien, etc. Donc c'est en pleine guerre d'Indochine ou d'Algérie, c'est pas non plus totalement anodin. Voilà, il me semble. Mais alors,
Ça, non, ça, en fait, c'est là, ils ont pris un train en marche. En fait, ils se sont appelés les frères Jacques parce que c'était la mode à ce moment-là, en 43, 44, 45. Il y avait plein de groupes qui étaient les frères machin, les frères trucs, etc. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait s'appeler? Bon, on pourrait appeler ça les frères Jacques parce qu'il y a faire le Jacques qui veut dire en gros faire l'imbécile, etc. Bon, appelons ça les frères Jacques parce que c'était la mode à l'époque. Hein, voilà. Donc et pas en particulier les quatuors. Il y a des trios et des quatuors vocaux. Qui étaient très à la mode, voilà. Et les barbus, les 4 barbus. Et puis il y a Frère Jacques. C'est un canon aussi, voilà. Oui, tout à fait, voilà. Donc ils n'ont pas du tout inventé cette forme-là, par contre, voilà. Mais ils ont écrasé tous les autres très très vite, voilà.